partir sur une table ronde pour vraiment voir ce qu'il en est de la prise en charge, de ce qui est possible de faire aujourd'hui, comment ça se passe. Et donc, pour vous guider durant cette heure et demie, j'appelle Nathalie Prieto et Jérôme Bertin, qui vont modérer cette table ronde. Nathalie est psychiatre au Centre régional du psychotraumatisme, Auvergne-Rhône-Alpes, et référente nationale des centres d'urgence médico-psychologiques, les bien nommés CUMP. Jérôme, quant à lui, est le directeur général de la Fédération France Victimes, qui regroupe 130 associations professionnelles d'aide aux victimes. Et, est-ce que je me suis mélangée dans mes fiches? Non, tout va bien. Nathalie, Jérôme, je vous laisse les rênes pour cette table ronde et pour inviter les participants. Bonjour à tous. Donc, on a été immergés ce matin. Les micros sont tous allumés, il ne faut pas ni les allumer ni les éteindre. Surtout, c'est important pour la régie. Oui, j'allais faire l'erreur. Eh bien, on va appeler nos participants de la table ronde. Et je vais tout de suite appeler mes deux collègues que je vais présenter. Donc, d'abord, le docteur Flavie Derinck, qui est psychiatre, responsable de la zone sud, en tout ce qui concerne pas les centres médico-psychologiques, mais les cellules d'urgence médico-psychologiques, et qui est une remarquable coordinatrice pour tout ce qui est... Elle est intervenue notamment lors des attentats de Nice, lors des inondations aux Alpes-Maritimes, et je peux vous dire qu'elle est d'une efficacité redoutable. J'en ai fait l'expérience puisqu'elle a coordonné de manière magistrale les intervenants et les CUMP, et c'est vraiment une grande experte. Et puis je vais appeler Valérie Guyon, qui est sa collègue et notre collègue psychologue aussi de la même CUMP, Marseille, zone sud. Et c'est bien parce que je me disais on va se mettre toutes les femmes et tous les hommes là, c'est vrai que c'est mieux de se répartir. Et qui est psychologue clinicienne et donc intervenante aussi au même titre dans ce secteur d'activité qui va de l'immédiat au post-immédiat. Voilà. Alors en effet, c'est une présentation genrée, on ne l'a même pas fait exprès, mais je vais vous présenter également les autres intervenants. D'abord, monsieur le député Marcelin Nadeau, si vous voulez bien en effet nous rejoindre. Monsieur le député, vous êtes député de la 2e circonscription de la Martinique, membre d'une commission permanente développement durable et aménagement du territoire, et comme on l'a vu dans le film, également ancien maire du Prêcheur, qui est en Martinique. On rectifie en effet. Excusez-moi, l'erreur vient de la journaliste qui a mal fait son travail. Voilà, tout le monde n'est pas géographe. Alors, j'appellerai également Jean Stelitano. Jean, si vous voulez bien nous rejoindre, secrétaire général de la Fédération des Alpes du Secours Populaire, ainsi que secrétaire national. Voilà. Donc quatre intervenants qui, pour cette table ronde, auront un peu pour mission, j'allais dire, de répondre en tout cas aux 3 objectifs qu'on s'est assignés à cette table ronde. Je vais vous présenter en quelques secondes, tout en souhaitant et en vous laissant libre, évidemment, d'intervenir et d'enrichir nos propos, parce que, je le disais en préparant à certains, il y a un trait commun entre vous 4, c'est que vous êtes des gens de terrain, et que vous avez au moins ce trait commun, que vous êtes tous, d'une manière ou d'une autre, intervenus sur des catastrophes naturelles. Donc on souhaite que cette table ronde, en tout cas, soit riche d'expérience, et n'hésitez pas, même si on donne peut-être dans un premier temps la parole à l'un ou à l'autre. Premier objectif, première séquence, je vais vous décliner les 3, d'expliquer peut-être au public du coup l'organisation, les spécificités de la prise en charge des sinistrés dans le cadre des catastrophes naturelles. Il y aura une deuxième séquence, un deuxième objectif, de préciser les défis de la prise en charge post-catastrophe dans le contexte d'offres de soins et d'accompagnement actuels. Et le troisième objectif, de réfléchir aux actions de prévention individuelle et collective. On a parlé aussi de formation dans ce contexte de multiplication potentielle, ou en tout cas à venir, de ces catastrophes naturelles. Donc voilà, Nathalie Prieto va animer les 2 premiers. Je crois qu'on va d'emblée effectivement partir sur le premier objectif. Alors on a vu ce matin un panel un petit peu entre les risques, la manière de l'envisager aussi bien économique que d'un point de vue plus scientifique. Qu'est-ce qui nous menace? Là, on va vraiment rentrer dans le concret avec, il y a eu une catastrophe climatique. Quelle est l'organisation des soins?
qu'est-ce qu'on met en place? Et là, je me tourne vers Flavie Derinck, qui va nous expliquer un peu de manière schématique, hein, parce que ça pourrait être assez explicite, mais je crois que tu as fait un effort de synthèse, l'organisation en matière de prise en charge et de déclenchement des secours, on peut dire ça comme ça. Merci Flavie. Est-ce qu'on peut mettre la Bonjour tout le monde. De la présente Flavie? Est-ce qu'on peut mettre la présentation à l'écran? Voilà. Vous pouvez agir avec la télécommande, Flavie. Voilà, donc on m'a demandé de vous présenter rapidement l'organisation nationale de réponse en situation exceptionnelle. Donc ces fameuses SSE, situations sanitaires exceptionnelles, la particularité c'est ce sont des situations qui engendrent véritablement une augmentation de la demande et qui dépassent les moyens habituels et au quotidien des réponses sanitaires, des réponses des hôpitaux, des réponses préhospitalières et hospitalières. Donc ça nécessite une réflexion anticipée et programmée. Alors, les risques, bien, on les a déjà bien envisagés ce matin. Je crois que la question des risques naturels, eh bien, ce sont les inondations, les avalanches. Celles que nous connaissons avec notre équipe là, des CUMP, avec toutes les équipes des CUMP pour lesquelles nous sommes intervenus de façon conjointe avec des renforts qui sont venus de territoires différents. Ce sont les inondations d'Arles en 2003, puis les ouragans Irma en 2017, récemment la tempête Alex où nous étions sur le terrain. Donc les images que nous avons vues nous ont rappelé des souvenirs concrets et vécus. Tous ces éléments de risque naturel sont ceux qui entraînent ces situations sanitaires exceptionnelles du fait des conséquences inhérentes à la catastrophe. Je ne vais pas revenir dessus. Alors, quelles sont les réponses? Globalement, on va parler de réponses qui sont d'ordre de la réponse de la sécurité, avec tout ce qui est organisation ORSEC, c'est-à-dire des dispositifs de secours et de protection des populations, qui vont dépendre essentiellement. Donc, il y a des dispositifs qui sont réfléchis à l'avance, soit des dispositifs extrêmement généraux, soit des dispositifs beaucoup plus spécifiques. Et pour ce qui est des dispositifs généraux, on parle dans les cas de grand nombre de victimes. Ce sont on appelle ça NOVI, hein, ORSEC NOVI, qui dépendent donc du déclenchement de la préfecture. Et puis en parallèle, on va avoir la réponse sanitaire, qui elle est une réponse qui va plutôt concerner donc l'organisation du cheminement et du parcours du soin depuis le terrain jusqu'aux hôpitaux ou aux centres dédiés. Et on appelle ça les plans ORSAN. Donc c'est des plans de prise en charge sanitaire des victimes. Et dans le cadre de nombreuses victimes, nous avons donc l'ORSAN à ma vie, ou l'ORSAN Clim dans le cas des catastrophes climatiques. Donc, je ne rentre pas dans les détails parce qu'on pourrait prendre la journée pour en parler. Globalement, je crois que l'idée d'une pyramide un peu hiérarchique, c'est une hiérarchie qui est plutôt opérationnelle. On n'est pas trop dans une hiérarchie d'autorité, mais d'opérationnalité pour monter en puissance des moyens et surtout les organiser. Donc ça part du national, où nous avons au niveau national, sous la gouvernance du Premier ministre et du Président de la République, nous avons les cellules de crise qui s'installent très rapidement, avec une mise en place de cellules interministérielles. Et en général, les ministères qui sont concernés sont les ministères de la Santé, les ministères de l'Intérieur, qui travaillent souvent main dans la main dans des situations comme ça. On peut avoir aussi les ministères des Affaires étrangères. Et à ce niveau-là, l'organisation au niveau national est une organisation qui regroupe des centres de crise, des cellules de crise, et qui regroupe des partenaires qui vont avoir une vision de réponse, de validation, d'agrément, de facilitation, de mise en place et à disposition des moyens. Donc au niveau national, nous avons des cellules de crise interministérielles, ce qu'on appelle le CIC, et puis nous avons des organismes comme le Centre opérationnel de gestion, donc le COGIC ou le CORUS pour la version sanitaire. Il y a toujours ces deux versions, le version sécurité, le version administratif et le version sanitaire administratif. Nous avons le CORUS, qui est vraiment le centre national opérationnel de réception et de régulation des urgences sanitaires auquel nous faisons référence et qui est notre référent au niveau national quand nous sommes sur le terrain, par l'intermédiaire de nos référents nationaux comme Nathalie, comme le docteur Ducrot.
Et puis, en descendant progressivement dans les territoires, nous avons le niveau des zones qui permet une organisation zonale de l'organisation des renforts. Et donc là, nous avons des centres opérationnels au niveau de la zone. Et puis, ça passe après au niveau des départements. Et au niveau départemental, là aussi, nous allons avoir des centres opérationnels départementaux qui regroupent à la fois les préfets, à la fois les responsables et les référents sanitaires de l'ARS. Donc l'ARS qui est notre référent autorité et qui nous permet, nous, en tant que soignants, puisque je suis psychiatre donc, de la cellule d'urgence médico-psychologique et du centre du CRP, du Centre régional psychotrauma. Et dans les interventions, on parle des CUMP, c'est les cellules d'urgence médico-psychologique, et elles sont donc sur le terrain, sous l'autorité et le déclenchement de l'ARS et du préfet. Donc voilà rapidement l'organisation. Il y a les zones. Donc moi j'appartiens à la zone sud, mais dans chaque lieu nous avons un préfet, une ARS, un établissement zonal de référence qui est un établissement de soins, et puis il va y avoir l'ensemble des moyens qui en découlent pour aller sur le terrain au plus près des victimes. Le partenariat qui peut exister dans les différents partenaires de terrain, eh bien, on le voit très vite et dans toutes nos interventions, nous avons eu à organiser cette alliance, cette coordination, cette collaboration avec les forces de l'ordre, avec les pompiers et le SDIS, les forces départementales d'incendie et secours, avec les associations d'aide aux victimes, les associations agréées de sécurité civile et qui sont des partenaires extrêmement précieux puisque autour de la logistique qui facilite les déplacements, il y a aussi la prise en charge un peu globale à la fois des victimes et à la fois des intervenants sur le terrain et des secouristes. Et puis le SAMU qui est notre référent puisque toutes les CUMP sont font partie du SAMU au niveau départemental, ils font partie intégrante des unités de SAMU. Si très rapidement on observe l'organigramme et le schéma d'intervention, en partant donc d'une catastrophe que j'ai fait dans cette forme un petit peu là, où sont regroupées les victimes et les impliqués, la question va être d'organiser dans un système qui va être sur le terrain, c'est-à-dire vraiment en avant, c'est-à-dire là où il y a la catastrophe elle-même, le vécu, et il va y avoir une organisation, une sortie de ce lieu pour d'abord être dans un lieu de sécurité où il va y avoir du tri, pour après acheminer les personnes soit vers les hôpitaux, soit vers les hébergements, soit de leur permettre un retour à domicile. Dans cette conception du parcours de la victime, on a beau être extrêmement protocolisé avec des repères à la fois dans l'espace, mais aussi des repères dans le temps au niveau de la réponse. Chaque situation, il faut savoir, est un véritable chaos qui met un petit peu au défi tous les acteurs de terrain à une adaptabilité pour être au plus près de l'efficacité, de la pertinence quant à la réponse des moyens vis-à-vis des soins. Donc ce dispositif de terrain implique à la fois donc là tous les acteurs sanitaires. On travaille avec le SAMU et puis malheureusement dans certaines situations il y a donc le lieu de soins physiques et organiques avant le transport pour stabiliser les gens. Il va y avoir le lieu de soins médico-psychologiques qu'on appelle les PUMP, où sont les cellules d'urgence médico-psychologique, c'est-à-dire des psychiatres, des infirmiers, des psychologues. Et ces PUMP, ils peuvent être à plusieurs niveaux, soit carrément sur le terrain, où on va au plus près des victimes qui sont parfois encore, on le voit dans les inondations, on le voit dans certaines configurations de catastrophes où on a une approche carrément de terrain, on appelle ça vraiment une approche primaire, et puis on va avoir des lieux, même par la suite, en post immédiat, où on va pouvoir continuer à suivre les personnes. Et puis malheureusement des lieux comme la morgue, où il va y avoir une unité de médecine judiciaire qui va s'organiser pour la prise en charge de tout ce qui peut arriver par la suite. Voilà, je crois que on va s'arrêter ici parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps. L'idée, c'est que vous ayez un schéma, une idée dans quoi nous nous inscrivons lorsqu'on a un déclenchement avec une intervention de terrain. Voilà, je vous remercie. Merci.
Merci beaucoup Flavie d'avoir fait cet effort de synthèse. C'est pas simple de résumer un peu les choses. Alors comme on est quand même dans l'éco-anxiété, dans le psychotraumatisme, donc les choses psychiques, je vais me tourner vers Valérie et je vais lui demander est-ce que un peu ce qu'elle peut préciser de ces prises en charge des cellules d'urgence médico-psychologiques sur le terrain. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que, on abordera dans la thématique 2, mais est-ce qu'elle peut déjà avoir, est-ce que tu peux déjà avoir une approche un peu descriptive? Le micro est allumé, il ne faut surtout pas le toucher. Du coup, la cellule est mobilisée dans un temps différent que celui du SAMU. On n'intervient pas au même moment au niveau temporel. On va intervenir quelques heures après, mais ça peut durer plusieurs semaines en fonction des besoins de la population. Et on va observer du coup le temps de cette mobilisation, une phase immédiate chez les victimes et une phase post-immédiate. Donc quand on arrive sur le terrain en immédiat, on va observer des personnes comme dans les vidéos tout à l'heure ou les photos par rapport au tsunami, où on voit des personnes qui vont se mettre en sécurité et être en état de stress adapté, c'est-à-dire qu'elles vont fuir le danger pour se mettre en sécurité. Puis on va aussi observer des personnes qui vont se diriger vers le danger ou alors être en état de sidération. Et donc là, ça va être des personnes qui vont être dans un état de stress dépassé. Et du coup, la pertinence de nos missions, c'est de repérer les personnes fragiles, de leur proposer des soins en immédiat et des relais thérapeutiques pour prévenir aussi le développement d'un état de stress post-traumatique. Vu qu'on va rester plusieurs semaines, comme on a pu l'observer pour Irma ou pour la Vésubie, on verra ensuite des personnes qui vont développer un état de stress aigu ou de stress post-traumatique. Et du coup, pareil, on repérera les personnes fragiles pour les orienter et les prendre en charge de manière pertinente. Valérie, est-ce que Monsieur Stellitano, vous pouvez compléter un peu cette arrivée un peu immédiate sur le terrain et puis après, ce que vous constatez de votre point de vue, reprécisez bien votre mission parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit très clair. Voilà, oui, parce qu'effectivement, je pense que tout le monde connaît le secours populaire, mais pas nécessairement sur ce champ. On le connaît plus sur l'aide alimentaire, les vacances. Donc, effectivement, dans le cadre de catastrophes naturelles, que ce soit dans l'Aude, Irma ou plus récemment la tempête Alex, notre position, c'est d'aller effectivement au plus vite sur le terrain et surtout observer la situation, voir les acteurs qui existent et notamment tout ce qui tourne autour de la société civile, des petits collectifs qui se montent spontanément, des associations. Et le savoir-faire du secours, on est là depuis très longtemps sur le terrain. On était à Agadir en 1970. Donc, c'est pour dire que ça remonte. Et effectivement, cette expertise-là, on va la transmettre. Et surtout, on va s'inscrire dans un temps qui n'est pas de l'urgence immédiate, mais sur le moyen terme. Donc, ça veut dire qu'on va chercher tout de suite à voir quels sont les acteurs, comment le secours populaire peut participer. Alors, quand c'est en métropole, on va être sur place, on va monter une antenne, comme c'était à Saint-Martin-Vésubie, où une semaine après, on a installé une antenne. Pourquoi ? Parce qu'on va essayer de créer un lieu refuge, un lieu dans lequel les gens vont pouvoir venir trouver, et c'est la première chose que les gens viennent chercher après une urgence, après une catastrophe, c'est une aide matérielle. Il faut satisfaire les besoins alimentaires, les besoins de vêtements, les besoins de relogement. Ils sont mis à l'abri dans des appartements vides. Donc, satisfaire des besoins primaires qui nous permettent de créer ce lien. Alors ça, on le fait aussi dans les autres dispositifs d'aide alimentaire. Pour nous, c'est un prétexte pour accueillir les gens et créer du lien avec eux. Mais c'est vrai que le Secours populaire, c'est vraiment une association de liens entre les gens, de rompre l'isolement. Et souvent, dans des situations de catastrophe naturelle, il y a un effet de sidération. Tout le monde, il y a une énorme énergie pendant le premier mois. Donc il y a beaucoup d'acteurs, la protection civile, les pompiers. Mais au bout d'un mois, beaucoup de gens partent pour plein de raisons. Et le Secours populaire maintient ce dispositif en place. Donc voilà, c'est ça, c'est de créer tout de suite un ancrage local pour la suite.
Bon, je pense qu'il y a un impact extrêmement important au plan psychologique de ce lien matériel et de cette aide matérielle, hein, dans tout ce qu'on a travaillé, hein, nous en cellule d'urgence médico-psychologique, dans les associations d'aide aux victimes, dans tout ce qui peut être un soin primaire, hein, c'est-à-dire qu'on a bien vu à Saint-Martin, les gens, la première chose qu'ils ont demandé, c'est de l'eau, c'est un toit, et je crois que ça permet une première entrée, non seulement en lien, mais ça fait partie intégrante de la restauration psychique aussi. Je ne sais pas si monsieur Nadeau, je sais son nom, mais je crois qu'il a un titre. Oui, donc oui. Député, voilà, j'allais dire. Permettez-moi déjà de vous remercier de m'avoir invité. Bon, je suis un peu comme le poil à gratter dans l'Assemblée scientifique, je ne le suis pas du tout. Et je remercie d'ailleurs Fabienne Sainte-Rose de m'avoir mis en relation avec vous et d'être ici aujourd'hui. Alors, je peux peut-être poser une question un peu comme ça, qui relève un peu de la provocation. Est-ce qu'on n'a pas une conception par trop des risques qui relèvent de l'accident? C'est forcément un accident, alors que concernant par exemple nos pays, c'est plutôt des phénomènes récurrents. Et avec le changement climatique, ils deviendront récurrents partout. L'accident dans les modalités de prise en charge, effectivement, ce que disait le secours populaire est vrai. Quand on parle de plan sec, c'est l'organisation des secours. Donc c'est un côté court-termiste. On organise les secours, on réconforte, on soigne, mais après. Et après, je peux vous dire que dans notre histoire, quand il y a eu la catastrophe de 1902, ma commune, le Prêcheur, qui a fait l'objet qui avait été oublié, c'est déjà un premier traumatisme, puisqu'elle avait été oubliée parce que tout s'était concentré sur Saint-Pierre. Et quand les gens ont été retrouvés, l'organisation des secours s'est organisée. Il a fallu implanter des populations en dehors de la commune, avec un accueil très mauvais. Figurez-vous que le maire du Prêcheur de l'époque, qui est un héros pour moi, Félix Gaulet, a dû se battre physiquement avec un gradé de l'armée qui était raciste. Ça en dit long sur les conditions d'accueil des personnes. Et après, il faut dire qu'au bout d'un certain temps, bon, l'accueil, les premiers mois, très bien, il y a une certaine compassion. Mais après, la compassion, elle s'étiole, elle s'estompe. Et les gens sont confrontés à de réelles difficultés. Ça, c'est le premier exemple. Et il n'y a pas de réflexion, des fois, pour assurer, accompagner ces populations. Deuxième exemple, c'est la question des lieux de refuge. Et je vais revenir d'ailleurs au projet du Prêcheur. On a pensé une école refuge. Pourquoi? Si je me réfère à l'épisode éruptif de la Soufrière en Guadeloupe, les habitants de la Basse-Terre avaient été hébergés en Grande Terre, dans les écoles. Bon, on pensait qu'ils seraient restés là 15 jours, quelque temps, mais ils sont restés très longtemps. Mais pendant tout ce temps, les enfants, on en fait quoi? Ils ne vont plus à l'école. Donc, sans compter qu'il existe, par exemple, nous avons aussi le fameux plan communal de sauvegarde. Donc, il y a des lieux répertoriés pour accueillir des populations en cas de sinistre. Mais les personnes, des fois... Parce qu'il faut s'imaginer, dans nos pays en tout cas, qu'on peut être confronté à plusieurs risques concomitants. C'est-à-dire un cyclone n'empêche pas qu'il y ait un tremblement de terre après. Si vous êtes dans un bâtiment qui n'est pas aux normes parasismiques, il y en a beaucoup, eh bien, ça va arriver que, oui, les gens vous les mettez en danger en pensant les mettre à l'abri. Sans compter qu'on parlait aussi de l'aspect, vous avez bien distingué les trois volets, sécurité, administratif et sanitaire. Mais nous, en Martinique, on a 255 châteaux d'eau. Sur les 255, seuls 55, je crois, ou 5 du moins, sont aux normes parasismiques. Et sachez qu'en Haïti, en 2010, ce qui a provoqué le plus de morts, ce n'était pas le séisme lui-même, mais la crise sanitaire résultant du séisme par l'absence d'eau. Donc ça veut dire qu'on sera confronté à un problème en cas de séisme chez nous. Parce que l'eau manquera. Quand l'eau manque, vous savez, vous êtes médecin, je ne sais pas, vous connaissez les conséquences sanitaires que ça peut avoir. Bref, tout cela pour dire qu'aujourd'hui, on doit sortir du côté accidentel pour intégrer la notion de risque dans notre conception du développement et de l'aménagement. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au Prêcheur, c'est-à-dire une vision du développement avec une entrée risque. Et nous parions que parce que toutes les politiques publiques disent tendre au bonheur, mais pour que le bonheur ne soit pas parfait, il faut justement pouvoir prévenir justement toutes les conditions qui peuvent amener au malheur, quoi. Merci, ça nous amène vraiment à la question des défis, hein.
quels sont les défis de ces prises en charge. Alors, vous mettez en évidence la durée. La durée, c'est un reproche qu'on fait souvent aux cellules d'urgence médico-psychologique. Oui, vous êtes là dans un premier temps, ok, vous êtes là dans le premier mois, vous restez là, mais après, quid? Et je crois que là, Flavie, tu as une expérience, notamment avec les histoires de relogement, des logements où il a fallu que vous restiez longtemps sur place. Et je crois que tu as des exemples assez éloquents de prise en charge CUM qui dure. Et à ton avis, et je vais la poser un peu à tout le monde, hein, et peut-être Jérôme aussi, quels sont les défis de ces prises en charge? Outre le fait du questionnement sur la durée et de l'intégrer dans l'organisation moins accidentelle que finalement, si j'ai bien compris votre pensée, un peu régulière, quoi. Quels autres défis tu verrais dans ces prises en charge post-catastrophe? Alors oui, effectivement, sur Marseille, c'est peut-être lié aussi au climat, mais les maisons s'effondrent. Et depuis 2018, depuis le 5 novembre 2018, il y a cette problématique de population qui sont... depuis la première fois où les maisons se sont effondrées sur les gens avec une dizaine de morts, enfin il y en a eu 8, depuis il y a une anticipation où on les évacue en urgence avant que la maison s'effondre. Du coup, en dehors des explosions, où il y a eu à la rue Tivoli quelque chose qui n'était pas de l'ordre de l'effondrement lié à l'âge ou à l'humidité ou au changement climatique qui atteint les maisons un peu insalubres, il y a aussi la question de l'explosion, mais cette idée d'instaurer quelque chose de l'ordre de l'anticipation pour pouvoir après reconstruire et protéger a entraîné la nécessité de mettre en place, et c'est ça le défi, hein, une collaboration étroite avec à la fois les élus, à la fois les associations de relogement, pour travailler aussi avec le médico-psychologique, c'est-à-dire que du coup, le sanitaire n'est plus le seul acteur et il doit composer et s'associer avec les organismes sociaux de relogement. Alors sur Marseille, l'avantage, c'est qu'il y a tout un parcours qui est relogement transitoire. Alors il y a l'hôtel, puis après le relogement temporaire, puis après le relogement définitif ou la réintégration dans les bâtiments. Donc, et tout ça, en parallèle, il y a l'accompagnement social, l'accompagnement médico-psychologique. Et ce défi, c'est dans une conception de ce qu'on a peut-être un peu déjà abordé ce matin, c'est la notion de résilience, c'est-à-dire qu'une personne qui est psychotraumatisée par différentes choses à un instant T va perdre ses habilités sociales d'adaptation et de réajustement face à la catastrophe. Et on le voit dans la sidération. On voit bien cette dame-là qui passe le balai toute seule, là, alors que la moitié de sa terrasse a été emportée au bord à Vaison-la-Romaine. C'est une image qu'on connaît bien nous, depuis qu'on commence les CUM. Ça fait partie des choses qu'on repère. La sidération, la dissociation traumatique aiguë va impacter les capacités de l'individu. Et donc, on peut parler à l'échelle d'une population, parce que dans ces histoires d'écroulement à Marseille, on a cette problématique de sidération un peu de population pour pouvoir après trouver eux-mêmes leurs propres solutions pour s'adapter, s'ajuster et être actifs comme ça dans l'allée, dans l'avancée. Et je crois qu'un des défis de ces situations, c'est cette collaboration. Cette collaboration avec des acteurs de terrain qui ne sont pas toujours les mêmes, bien que quand on commence à avoir l'habitude, on commence à les faire. Mais une fois, c'est la sécurité civile, une fois, c'est la Croix-Rouge, une fois, c'est le Secours populaire, une fois... Il y a aussi un élément clé qui est les associations d'aide aux victimes, qui sont des acteurs très, très proches. Et des collaborateurs vraiment essentiels. Et il y a cette approche comme ça de conceptualiser le médico-psychologique de l'urgence dans l'idée que même au-delà de notre action, il va y avoir quelque chose qui va se projeter sur l'avenir chez la personne qu'on rencontre. Et c'est vrai que les CUMP, elles sont, leur défaut majeur, c'est de s'arrêter à un moment donné. On lève le dispositif parce qu'on n'est que de l'urgence. Et on a la chance, là, depuis 2018, d'avoir les centres régionaux et le CN2R qui apportent une conception de l'après-CUMP, c'est-à-dire de cette prolongation. Et comme à l'époque, nous n'avions pas encore le CRP, nous avons conceptualisé à Marseille la CAMP, on appelait ça comme ça, qui est la cellule d'accueil médico-psychologique qui a fait du post-CUMP et qui a joué ce rôle de travail, de terrain, d'accompagnement médico-psychologique des populations au-delà. Parce que quand on perd une maison, eh bien, on est encore dans le
per-trauma. Et je crois que ce défi, c'est cette conception, on n'est plus du post-traumatique, on est dans le per-traumatique, on est toujours à l'intérieur de ce traumatisme, comme dans de multiples autres situations. Et juste, Monsieur Stellitano, sur le lien avec la prise en charge psychologique et les associations, le matériel, est-ce que tout à fait. Et par rapport à ce qui vient d'être dit, je pense que quand on parle effectivement de ces situations post-traumatiques, pour la reconstruction, alors je ne sais pas si c'est un terme scientifique, je ne suis pas un, mais effectivement la reconstruction, la projection dans le futur, parce que c'est ça aussi, c'est comment j'ai plus de maison ou j'ai perdu un être cher, comment je me projette dans l'avenir. Et c'est là où je pense qu'il y a un rôle important d'articulation entre plusieurs acteurs, vous l'avez dit. Effectivement, les associations, c'est parce que nous, on maintient le lien en permanence, parce que ce sont des bénévoles, parce qu'on a des lieux d'accueil et qu'ils savent, on a un lieu de ressources matérielles, alimentaires, mais aussi un lieu de convivialité. Et on a vu beaucoup de sinistrés aider à leur tour. C'est-à-dire que c'est aussi un mode opératoire pour se reconstruire. C'est-à-dire que j'arrive pas à me reconstruire moi, mais je vais aller aider mon voisin à se reconstruire. Donc, voilà. Et ça, on l'a beaucoup vu et on l'entretient. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Tempête Alex, c'est 3 ans après. Les Philippines, c'est 2004. Le Secours populaire, il est présent. Irma, on est encore présent à Saint-Martin. Donc, ça, c'est très, très important parce que la reconstruction, elle va prendre... ça dure 5 minutes, un tremblement de terre, mais c'est 15 ans de reconstruction. Très intéressant. Est-ce que, Valérie, tu veux rajouter, ou monsieur député, non? Moi, je vais faire part quand même de quelque chose qui est très évocateur dans ce que vous dites. Quand j'ai commencé les CUMP, je me suis retrouvée invitée dans une conférence sur le psychotrauma et à aider le Burkina Faso, alors maintenant il n'est plus possible d'y aller, hein, à construire quelque chose autour du trauma. Et à l'époque, je me disais, enfin, c'est quand même un truc, s'occuper du psychotraumatisme, alors qu'au Burkina Faso, ils ont un tel retard en psychiatrie classique, ça me paraissait peut-être un peu... je ne sais pas, un peu excessif. Et puis le professeur de psychiatrie m'a éclairé en me disant, attendez, non. Quand il y a des catastrophes naturelles dans notre pays, au Burkina, des inondations dont personne ne parle parce que tout le monde se fout en Occident, c'est toute une population qui ne fait plus rien. C'est l'économie qui chute. C'est alors que nos schizophrènes, ok, ils sont mal pris en charge, on fait des efforts, mais là, c'est vraiment un problème de santé publique. Et c'est à ce moment-là que j'ai mesuré l'impact psychologique de ces événements-là en termes économiques sur une population entière. Et je trouve que vous l'illustrez très bien, hein, c'est tout à fait ça. Et pas imaginer que la prise en charge du trauma dans ces événements-là serait la cerise sur le gâteau, alors qu'elle fait partie intégrante de l'impact économique, de l'impact social et du rebondissement de populations entières. Et ça m'avait éclairé. Je sais pas si... Oui, juste pour un exemple... On a sur la Tempête Alex, on a aidé des artisans qui avaient perdu leur outil de travail. Je pense qu'aujourd'hui, quand on a permis à un forgeron de tout de suite s'équiper à nouveau d'un four pour pouvoir retravailler immédiatement, ça vaut beaucoup de traitement psy derrière. Je pense qu'on gagne quelques années de reconstruction. Et c'est vrai que ce volet-là, il est hyper important, c'est-à-dire de répondre à cette volonté d'aller de l'avant. Encore faut-il qu'ils soient en capacité de le faire et en capacité de travailler. Hein. Donc c'est pour ça qu'il est important de travailler un petit peu au niveau de son élan et qu'est-ce qui restera des séquelles psychiques de cet événement. Oui. Je voulais dire effectivement qu'il y a cet aspect effectivement de frein un peu au développement. Bon, c'est une situation que nous connaissons bien. 1902, Saint-Pierre, c'était la capitale de la Martinique, avec une dynamique économique, un rayonnement international. Et après, alors il y a 2 aspects, effectivement. Les gens, bon, ça a été une catastrophe immense. Bon, un coût économique est énorme, un coût humain, bon, sans nul le pareil. Et le problème, c'est que c'est là aussi, il y a aussi un frein au niveau des autorités. Savez-vous que dans notre région, par exemple, il était pendant très longtemps difficile d'assurer une maison. Il y avait une incitation à ne pas réoccuper l'espace sinistré. Et il y a eu aussi, en 1902, Prêcheur et Saint-Pierre, donc les 2 communes qui étaient très impactées, les autorités voulaient les rayer de la carte.
pour des raisons de sécurité, il est rattaché à la ville d'après, le Carbet. C'est parce que les gens, il y a un tel attachement, parce qu'une fois passée la crise aussi, même si les traumatismes doivent demeurer, mais les gens sont tellement attachés à leur territoire qu'ils reviennent. Et ils sont revenus contre la volonté des autorités. Et ils ont recommencé à reconstruire. Et il y a eu, donc c'était 1902, il y a eu un deuxième épisode, c'était 1929-1932. Et là, bon, ça a été, les gens sont partis, mais ils sont quand même revenus. Et là encore, il y avait un débat qui faisait rage où les gens disaient qu'il était complètement impensable qu'on puisse permettre l'implantation d'équipements. Tout ça, je veux dire quoi? Je veux dire qu'il faut peut-être intégrer, et bon, ça ne vaut pas pour tous les risques, mais si je prends le risque volcanique, par exemple, dans toutes les crises éruptives, on a vu qu'il y avait une période de crise, on l'a vu encore récemment dans la Caraïbe à Montserrat, où les gens devaient partir, mais ils pouvaient revenir. Ils pouvaient revenir. Et c'est important qu'ils reviennent parce qu'il y a un tel attachement qui peut être aussi un moteur en termes de résilience aussi. C'est-à-dire que recontacter, reprendre vie, reprendre corps, retrouver le lien avec son territoire d'origine, ça nous paraît important. Mais la manière de penser l'espace, la manière de penser l'aménagement de l'espace, qui est une manière fixiste, c'est-à-dire on n'y est plus, ça nous empêche justement d'être dans ce va-et-vient nécessaire et qui peut aider à la reconstruction, y compris des personnes. Et je crois que ça aussi, c'est une réflexion à mener sur la récurrence des risques, comment laisser peut-être un territoire pour se mettre à l'abri, mais comment le retrouver. Je prends un exemple très rapidement, oui. Sur la question des constructions. Si par exemple on arrive à avoir des constructions, on a une réflexion qui commence au préjure dessus, avec une mobilité des constructions, ça permet une mobilité des personnes et qui les aide à se reconstruire. Et je veux dire, pour finir, que c'est d'ailleurs dans la civilisation des peuples qui nous ont précédés sur ce territoire, les Kalinago, ils avaient une mobilité dans l'espace qui faisait qu'ils étaient très adaptés à la réalité des risques. Ce que nous ne sommes pas, parce que nous avons une autre conception de l'espace, une autre conception fixiste. C'est tous ces éléments-là aussi qu'il faut peut-être mettre dans la réflexion. C'est-à-dire une mobilité, mais pas une exclusion des territoires. C'est-à-dire qu'on puisse y revenir. C'est ce que vous prenez. C'est-à-dire pas un abandon définitif. Parce que, d'ailleurs, il y avait eu un débat dessus. Vous savez, il y a un très grand militant, professeur du lycée Chelchi, un très grand lycée de Martinique, qui s'appelait Eugène Revers, lorsqu'il y a eu l'épisode 1929-1932, que les gens sont revenus. Il disait, et les autorités avaient accepté la construction d'églises, de mairies, il disait que c'était complètement irresponsable de la part des autorités que de permettre à des gens de revenir habiter un territoire aussi exposé au risque. Alors le maire du prêcheur de l'époque, un autre, hein, c'est Tardon, d'ailleurs, si vous intéressez à la littérature, notamment sur ces questions de volcans, le premier roman consacré à l'éruption de 1902, c'est de Tardon, un autre Tardon, mais c'est le fils de l'autre. Donc ce maire-là, gêné, il ne savait pas quoi faire. Il a eu l'idée à l'époque, c'était en 1929-1930, d'organiser un référendum, enfin ce qu'on appellerait aujourd'hui un référendum d'initiative locale, pour interroger les populations, pour savoir si elles veulent rester ou partir. Vous savez qu'elles ont décidé de rester. Ça a été majoritaire. Et du coup, d'ailleurs, je dirais aussi, pour qu'on redonne espoir, il faut un récit optimiste aussi. Et cette mise en perspective historique participe du récit optimiste. Les gens, la résilience, oui, mais il faut aussi se donner les moyens d'une adaptation. Et ça, ils l'ont fait. Un élément d'adaptation, pour vous montrer la capacité de résilience, passe aussi par une démarche très concrète. Il y a eu l'éruption, les éruptions. Après les éruptions, les gens ne pouvaient plus d'ailleurs. Après, bon, il y a eu bien sûr les plans de prévention de risque. Mais dans un premier temps, eux-mêmes, ils ont refusé d'aller occuper les flancs de l'Apelé comme ils le faisaient avant. Ils se sont établis essentiellement sur la bonne côtière. Mais s'adapter, ça veut dire qu'ils retrouvaient une certaine mobilité qui était propre de Coquelina parce qu'ils habitaient sur la frange côtière, mais en même temps, comme les meilleures terres agricoles étaient sur les flancs de l'Apelé, il y avait une sorte de mouvement pendulaire qui faisait qu'ils allaient cultiver les terres et ils revenaient au bois, etc. Et donc, ils ont développé une stratégie de mobilité qui leur permettait d'occuper à nouveau le territoire. Et ça, c'est un élément formidable de résilience, quoi. Oui.
Deux mots. Tu m'as posé la question sur le défi pour les associations des deux victimes. Déjà, il faut savoir que les associations des deux victimes, telles que celle de France Victimes, leur rôle a été souligné notamment par Mme de Rinck sur cette prise en charge globale. Mais il est vrai que leur intervention sur les catastrophes naturelles, finalement, est assez récente. Le schéma, j'allais dire, d'organisation et le schéma économique de nos associations diffèrent un peu des associations de sécurité civile ou des associations comme le Secours populaire, en cela notamment que nous n'avons pas de donateurs, nous ne fonctionnons qu'avec des fonds publics. Et j'allais dire, le vrai défi pour nos associations aujourd'hui, c'est d'avoir les moyens de répondre finalement à ce qu'on nous demande aujourd'hui. Ces moyens, ça commençait déjà par être intégré dans les dispositifs. C'est le cas aujourd'hui. Vous avez peut-être vu la vignette centre d'accueil des familles. C'est à ce moment-là, en tout cas, qu'un préfet ou un procureur peut activer une association des deux victimes pour intervenir. Donc ça, c'est déjà évidemment un élément très important. Mais les moyens sont quelquefois donnés par les autres. Je pense notamment à notre projection sur Irma en 2017, quand on a envoyé en effet des équipes, parce que si les associations des deux victimes sont présentes au quotidien sur les territoires, sur leur mission et d'accompagner toute personne qui est victime quotidiennement, elle se trouve quelquefois impactée, comme là avec l'ouragan Irma, il n'y avait plus rien. On nous a demandé de projeter des équipes. Il y a un élément que je n'avais absolument pas dimensionné quand on a organisé ça, c'est la logistique. Nous ne sommes pas, nous, organisés pour gérer de la logistique. Donc on a envoyé des équipes qui n'avaient finalement sur place aucun moyen pour travailler. Et si on n'avait pas eu sur place d'abord les militaires, puis la Croix-Rouge, et si on ne s'était pas organisé aussi avec la CUMP pour faire notamment des interventions en binôme, etc., nous n'aurions pas eu ces moyens-là. Et par ailleurs, c'est évidemment aussi les moyens financiers pour, comme le disait Jean Stelitano, inscrire l'action dans la durée. Tout le monde se mobilise, évidemment, dans les premiers temps de la catastrophe, et c'est bien normal. Ce qu'on demande à une association d'aide de victimes de tout temps, c'est d'inscrire, d'être un facilitateur pour les victimes, de déclencher, certes, de l'information sur les droits, du soutien, de l'accompagnement social, mais dans la durée, dans le temps. Et on organise des espaces. Et les attentats nous ont permis d'organiser la réponse publique avec des espaces d'information, des lieux, des guichets uniques peut-être aussi demain au quotidien. Mais encore faut-il qu'on ait les moyens d'y rester et d'accueillir dans certains cas un grand nombre de populations. Et ça, c'est l'un des défis pour les associations des deux victimes. Je pense que, en vous écoutant tous, je me disais qu'il y a quand même une grande particularité de ces catastrophes climatiques ou naturelles, c'est qu'elles touchent l'intime du sujet, l'habitat, son lieu où il est censé trouver la sécurité. Et on voit d'ailleurs, j'ai des exemples en prise en charge où c'est quand même très différent quand quelqu'un se trouve dans une catastrophe climatique parce qu'il était en vacances. Je pense au tsunami en 2004. Je ne dis pas que ce n'est pas éprouvant et que c'est pas extrêmement, que ça ne peut pas être traumatique. Et quand ce sont des gens qui restent là où ça s'est détruit. Et là, effectivement, il me semble qu'il y a autre chose qui joue encore avec cette impossibilité d'être assuré, qui touche le cœur de l'intime, parce que chez soi, c'est là où on s'apaise, c'est là où on se ressource. Et bien là, quand c'est aussi effracté, ça pose véritablement cette question-là. Je trouve peut-être qu'on n'a pas assez insisté tout en étant autour, mais... Oui, moi, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis par rapport à un autre défi, c'est le défi éthique que nous avons sur le terrain, c'est-à-dire qu'on arrive sachant, équipé, on a tous nos protocoles, nos connaissances et nos compétences, et en fait, on est là pour aider des personnes qui savent mieux que nous ce qui est bon pour elles. Ils savent mieux que nous s'il faut s'en aller, quand est-ce qu'il faut revenir, de quoi ils ont besoin pour rebondir. Et c'est cette posture un peu c'est un peu le défi quand je parle d'éthique, c'est de la posture de pouvoir être là comme aidant, comme facilitateur, mais de ne pas savoir à la place des gens ce qui va être la solution pour qu'ils puissent à long terme rebondir. Et dans cette conception, c'est aussi la notion de mettre à l'abri et resécuriser les gens en leur donnant des vêtements pour se changer,
Et après, c'est de passer d'évoluer vers leur donner les moyens de eux-mêmes trouver leurs propres vêtements. Et la question, elle est là, c'est comment dans cette aide humanitaire, alors là on renvoie à l'humanitaire, mais nous on est dans cette aide sanitaire, mais on est obligé d'avoir une approche holistique de la personne, parce qu'on ne pourra pas débriefer ou défuser, parce qu'on a des termes un peu compliqués en fonction de l'état de récupération de l'esprit de la personne. Est-ce qu'elle est complètement sidérée ou est-ce qu'elle arrive maintenant un peu à réfléchir? Donc on n'arrivera pas à avoir des soins médico-psychologiques si la personne elle n'est pas sécurisée, et d'un, puis nous on va les accompagner vers la stabilisation, donc la stabiliser, et de deux, et après comment elle va continuer son chemin et reprendre en main, se retrouver dans le contrôle, son propre contrôle des choses pour se sortir et décider si elle part, si elle revient, si elle abandonne ou si elle quitte, si elle répare ou si elle reconstruit ailleurs ou toute autre chose. Voilà. Il y a aussi quelque chose, alors, par rapport aux défis, il y avait une angoisse, on l'a systématiquement là, par rapport au Maroc, mais il y a une angoisse d'avoir des gens qui passent à travers le trou de la raquette. C'est-à-dire qu'il y a, et ça a été même, alors que c'est un terrain qu'on connaît parfaitement, on l'avait vu, Billy La Roya, ce que je disais avec les bénévoles, c'est qu'il ne faut oublier personne. Parce que souvent, quand il y a une situation comme ça, il y a beaucoup de repli sur soi, des gens qui se calfeutrent, qui se font oublier, qui disparaissent en dessous des radars. Et le aller vers, et je sais qu'il y avait des psys avec la Croix-Rouge qui, en version nomade, sac à dos, allaient de maison en maison. Et ça, pour moi, c'est vraiment une des angoisses quand on est dans une situation où il y a beaucoup de personnes impactées. C'est le risque de voir des gens. Nous, on n'avait qu'une seule peur, c'est qu'il y ait des gens qui se suicident. On s'est dit là, ça serait terrible, ça serait un drame pour nous que quelqu'un en arrive à des on a vu, vous avez vu dans quel état était ce berger, on le connaît très bien. Mais il y a des bergers qui étaient beaucoup moins médiatisés et il y avait cette crainte. Donc, le aller vers est essentiel pour... c'est un des défis des prises en charge. Pour rebondir sur ce que vous dites, je retiens un terme que Guillaume Veva a évoqué dans son introduction, c'est la notion de victime ou la notion de personne confrontée à, et notamment au psychotrauma, mais j'allais dire confrontée à la situation. Il y a déjà, pour n'oublier personne, il y a déjà le fait aussi qu'en effet, il faut se rendre disponible pour chacune des personnes qui, en tout cas, en éprouveraient le besoin ou expriment une demande. Dans matière d'aide aux victimes, par notre lien direct avec le ministère de la Justice, pendant très longtemps, on nous a fait travailler sur des listes. C'est-à-dire qu'il fallait que la justice établisse des listes qui souvent étaient rattachées à une notion très juridique, c'est-à-dire que n'étaient victimes que celles qui étaient reconnues comme telles par la justice. Donc on parlait peut-être plus de même de partie civile, etc. Et nous luttions à chaque fois pour compléter cette liste en disant que c'était toutes les personnes qui se présentaient, que ce soit dans les centres des impliqués, que ce soit les centres d'accueil de X ou Y, elles étaient considérées, à nos yeux en tout cas, pour reprendre le terme de ce matin, comme des personnes confrontées à l'événement et donc méritaient elles aussi qu'on se préoccupe de leur situation, même si elles n'ont derrière pas forcément les mêmes droits et qu'il n'y aura pas forcément les mêmes prises en charge. Mais en effet, cet élément-là, il est essentiel. Ne n'oubliez personne. Juste un exemple. Le premier Noël qui a suivi la tempête Alex, donc on a la campagne des Pères Noël verts, et donc les bénévoles disent bon, on va offrir des cadeaux pour les enfants sinistrés. Je dis non, on va offrir des cadeaux à tous les enfants du village. C'est-à-dire que les camarades qui n'ont pas eu leur maison abîmée, vous savez mieux que nous à quel point ça peut impacter un enfant, même si sa maison n'a pas été touchée, même si sa famille n'a pas été touchée, de voir un camarade qui a perdu sa maison, on imagine bien l'impact. Et on s'est dit, il faut traiter les enfants de la même manière, il faut qu'on apporte ce soutien de la même manière. Voilà. Alors, on va en venir à la troisième partie de cette table ronde. On a vu en fait qu'on était organisé, on a vu qu'on essayait en effet d'oublier personne et de prendre en charge tous ceux qui pouvaient le faire. Alors la question qui se pose dans cette troisième séquence, c'est la prévention, la formation. C'est un peu le défi aussi de la journée, hein, comment on anticipe finalement cette montée en nombre de ces catastrophes naturelles. Alors, sur le plan déjà des professionnels, peut-être vous, Madame Guyon, est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui est mis en place en tout cas pour mieux prévenir l'intervention de ces professionnels et anticiper cela?
Alors c'est vrai qu'on forme tous les ans les professionnels dans les hôpitaux ou même maintenant dans les écoles au psychotrauma, tous ceux qui peuvent intervenir auprès des victimes. Nos formations évoluent de plus en plus de par notre expérience et l'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de former des personnes pour prendre en charge des victimes qui sont toujours dans le péritraumatique, donc sans habitation, sans sécurité matérielle, etc. Voilà, les familiariser avec la pyramide de Maslow et leur enseigner des outils de stabilisation émotionnelle pour permettre aux victimes de gérer leurs émotions, les orienter aussi vers les associations pour les sécuriser, etc. De par notre expérience aussi à IRMA, et ça a été la première fois que moi j'ai pu en tout cas l'expérimenter, et depuis on intervient de manière systématique dans les écoles après des catastrophes naturelles. C'est ce qu'on a pu observer à IRMA. Repérer les enfants fragiles, ça permet aussi de voir comment les parents vont à la maison, comment ils sont... comment la réaction qu'ils ont pu avoir au moment de l'événement traumatique. Et ce qu'on a pu repérer et observer, c'est que les enfants les plus traumatisés dans les écoles, c'était les enfants dont les parents avaient réagi de manière un peu dissociée ou en état de stress dépassé. Donc ça permet franchement de rentrer en relation avec les parents et de prendre en charge les familles. Voilà. Donc là, si je comprends bien, vous allez finalement vers la population. Et le professionnel peut, du coup, peut-être avec certains termes utilisés, prévenir ou donner un rôle aux parents, c'est ça, pour être un peu d'entrer en attentif. relation avec eux aussi et de voir comment on peut agir envers eux, leur proposer une prise en charge adaptée par rapport à leurs problématiques, les soutenir, voir comment ça se passe à la maison. Merci. Monsieur Nadeau, peut-être, vous avez déjà pas mal évoqué justement la prévention. Vous avez, même si j'ai bien compris, vous nous avez dit tout à l'heure que évidemment c'était quelque chose vécu de manière assez récurrente finalement, en tout cas sur la Martinique, et que peut-être que la métropole découvre finalement que ça va devenir de plus en plus récurrent. Comment on fait comment les pouvoirs publics s'organisent? Quel est le rôle que peut jouer un maire, un élu local pour prévenir la population et anticiper ça? Oui, c'est-à-dire que le rôle du maire, il est prévu dans le cadre de la loi et de la réglementation sur, par exemple, les plans communaux de sauvegarde reliés au plan Orsec, etc. Mais ce que je crois, par rapport à ce qu'on disait, c'est qu'effectivement, il y a le rôle peut-être des modalités de prévention passant par l'implantation de structures d'association. Maintenant, on développe aussi les fameuses réserves de sécurité civile. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Mais on a toujours cette approche un peu accidentelle du secours. Bon, bien sûr, c'est une phase fondamentale, mais je crois que c'est dans l'aménagement du territoire et dans les modalités de développement économique qu'il faut penser la question du risque. C'est pour ça qu'il faut rendre les communautés autonomes. Je pense notamment, soit les quartiers, ça dépend de la taille aussi des territoires, mais il faut penser l'autonomie parce que l'autonomie sécurise. J'explique. Je disais tout à l'heure, quand je revenais au récit, oui, c'est très important d'être dans cette démarche un peu du récit, que nous avions été oubliés. Mais quand on prend la réalité de nos routes, etc., et par rapport au risque sismique, je parie qu'on sera encore oublié. C'est-à-dire que pourquoi? Si on attend que les secours viennent de Fort-de-France, vous savez, c'est le centre de la Martinique, ou on attend au pire qu'ils viennent de l'Hexagone, bon, on aura le temps de mourir. Hein. Et d'ailleurs, il y a un ami architecte qui s'occupe beaucoup de questions de risque et qui disait qu'une fois il est arrivé, donc on travaille sur le concept de mitigation, et comme ça il dit, vous savez que par rapport à la mitigation, il faudrait retrouver le lien social, que les autres aillent prendre un coup chez l'autre, enfin, qui est une vie de quartier. Mais on lui dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Et il nous dit, mais s'il y a des problèmes entre voisins, parce que vous savez mieux que moi que le secours, c'est une question de temps aussi. S'il y a des problèmes, des tensions entre voisins, ça veut dire que quand il survient l'événement malheureux, si le voisin prend 2 minutes de réflexion avant de sauver l'autre, eh bien, il sera mort aussi. Donc, c'est dire que c'est aussi notre conception, c'est là où le projet social à travers les risques est fondamental. Et c'est un projet d'autonomie des communautés. Et nous avions été oubliés. Mais aujourd'hui, on risque d'être encore oubliés, c'est ce que je voulais dire. Donc, c'est pour ça que notre projet, par exemple, de recomposition urbaine, on l'appelle projet de refondation, parce que, bon, en plus des risques, on est aussi sinistré économiquement et sur le plan social, par rapport au modèle économique, mais je n'y reviendrai pas.
Donc l'idée, c'est de lier notre adaptation, c'est l'adaptation aux réalités du changement climatique. Donc l'adaptation à notre exposition au risque passe par une autre conception de l'aménagement et à la conception de notre modèle social, fondamentalement. Et ça veut dire quoi? Être autonome sur le plan alimentaire, par exemple. Parce que le temps que le secours populaire arrive, parce que je n'ai pas de secours populaire dans ma commune, eh bien, on aura le temps de mourir de faim. Donc il faut anticiper aussi cette question de l'autonomie alimentaire. Et puis on sait que pour que la vie reprenne, il faut des lieux de vie. Donc il faut peut-être un peu d'énergie. La question de l'autonomie énergétique se pose aussi. Vous voyez qu'à partir de cette entrée risque, si on veut avoir des sociétés résilientes face au risque, y compris dans sa dimension psychologique et mentale, eh bien, il faut absolument qu'on pense l'autonomie des communautés, c'est-à-dire qu'elles aient le temps de s'organiser. Et c'est tout le travail d'un maire, c'est tout le travail des pouvoirs publics, que d'aider leur population à penser un projet de territoire qui soit un projet résilient parce qu'il anticipe sur la question des risques et qu'il intègre la question des risques à la fois dans sa conception de l'aménagement du territoire, mais aussi dans sa conception du développement économique et social. Voilà, parce que c'est ce que j'allais dire ce matin. On nous a bien aussi expliqué qu'en effet, la résilience c'était aussi de la prévention. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà quand même en partie répondu, mais est-ce que les élus sont vraiment prêts, en effet, à modifier leur PLU, à ne pas autoriser telle ou telle chose en matière de construction, notamment? On parlait du fait que les habitations de plein pied, évidemment, en zone côtière, avaient plus de risques que si on les mettait sur pilotis et à 2 mètres de haut. Est-ce que les populations sont prêtes à entendre ça? Est-ce que les élus sont prêts à le décider? J'allais dire, au-delà de la responsabilité qu'elle a à l'heure, parce qu'on sait bien que s'il y a le bâton, évidemment, là, on n'aura pas le choix et on attend souvent du législateur, le député que vous êtes, de voter la loi plutôt que de changer le PLU. Non, mais justement, je n'aime pas quand on dit les élus, vous savez, les élus ne constituent pas un bloc monolithique. Il y a des visions du monde différentes. Et j'insiste. Parce que les climato-sceptiques, il y en a beaucoup parmi les élus aujourd'hui. Il y a tout un courant politique qui fait du climato-scepticisme son créneau politique. Donc tous les élus n'ont pas forcément la même vision. Et l'exemple du pont, moi j'ai un très bon exemple de pont. Tiens, on en parle rapidement. Le pont du Prêcheur, il y avait un pont qui a été détruit en 2010 lors de l'art. Ce sont ces coulées de boue qu'on a vues dans les images. Vous avez vu un très beau pont avec une sorte d'arc. C'est le nouveau pont. Mais ce nouveau pont, il est adapté à la réalité justement des Lares. Alors que l'ancien ne l'était pas, il était emporté. Plusieurs ponts sont emportés par des Lares. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque le conseil, c'est une route départementale, donc c'est la compétence du Conseil général de la Martinique. Il y avait un cadre de haut niveau, absolument, il voulait expérimenter un pont qu'il pensait submersible, c'est-à-dire que dans son idée, dans sa théorie, l'eau passerait sous le pont et puis bon, ça règle. Sauf que c'était peut-être une conception s'agissant d'une inondation classique, mais pas pour l'art. Et le maire de l'époque s'opposait à lui de façon constante, lui disant mais c'est une aberration parce que vous nous donnez un pont avec des piliers dans le lit de la rivière, des piliers qui font bouchon et qui vont inonder la rive droite, donc qui sont de nature à accroître le risque. Et après, la population avait compris, et c'est là aussi il y a aussi les experts d'usage, les populations, ils connaissent bien. Il faut aussi s'appuyer sur leur expérience. Et les populations, avec leur maire, disaient mais non, mais c'est une aberration. Il faut nous donner, ce qu'on pourrait appeler très rapidement, un pont suspendu. Eh bien, je me suis battu quand je suis devenu vert. On a obtenu ce fameux pont suspendu. Il y a une réduction de la vulnérabilité d'une des rives de la rivière des populations. Donc, c'est pour ça que je dis que les élus n'ont pas toujours la même conception. Donc, effectivement, ils sont quelquefois dans le déni, ce qui donne des aberrations et une irresponsabilité totale, s'agissant notamment de l'aménagement. Mais je crois savoir qu'il y a aussi des élus. D'ailleurs, après Cynthia, il y a une évolution. Moi, je suis à l'association des élus du littoral. Et j'ai connu avant et après Cynthia. Avant Cynthia, c'était on veut des digues, on en a marre de vos trucs d'écolo bobo, machin, méthode douce. On veut des digues, donnez-nous des digues. Vous savez, on appelle ça même des ouvrages de défense. Donc on est contre.
Alors qu'après Xincha, on avait compris qu'il fallait peut-être repenser l'aménagement, composer avec la nature, c'était une autre conception. Tout ça pour vous dire au fait qu'il y a, tous les élus n'ont pas la même vision du monde, et il faudrait qu'il y en ait plus qui aient la bonne vision, c'est-à-dire celle qui nous permettrait de nous adapter à la réalité du changement climatique. Voilà. Le choix se fera dans les urnes. Alors après, Monsieur Celitano, pardon, de votre point de vue par rapport aux populations que vous rencontrez, qui ont vécu du coup ces catastrophes naturelles, est-ce que vous sentez qu'il y a des axes de travail, de réflexion sur la prévention, notamment de l'impact sur la santé mentale, puisque et leur bien-être? Je pense qu'en France, on apprend très très vite qu'effectivement, avec ces multiplicités de catastrophes naturelles, on voit que voilà, les populations sont impactées de plus en plus souvent, les médias font énormément de relais, et on voit aussi, il y a encore quelques années, le Secours populaire, on n'était invité à aucune réunion de quoi que ce soit en termes de prévention. Les choses évoluent, maintenant, on met autour de la table des associations avec les pouvoirs publics et on réfléchit ensemble parce que la société civile elle a un rôle essentiel. Je veux dire, quand 90 000 bénévoles au Secours populaire, c'est 90 000 possibilités de relais. Et donc, quand on a agi, par exemple, sur la tempête Alex ou Irma ou dans l'Aude, on diffuse en interne ces informations et on fait des réunions, on fait des visios et on explique l'action du Secours populaire de manière à ce que chaque bénévole, à son niveau, puisse transmettre. Donc, moi, je dis qu'en France, quelque part, on est bien lotis. Pour moi, en France, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour pallier aux urgences. Dans le Pas-de-Calais, je suis en temps réel, je sais qu'il y a des choses qui se passent, c'est merveilleux. Je voulais juste parler en dehors de la France. Monsieur le député a parlé d'un territoire qui est quand même en France, mais qui a les problématiques plutôt liées à d'autres pays, plutôt liées au tiers-monde, hein, comme on disait dans le vieux temps. Mais quand on voit ce qui se passe au Maroc, alors là, le fossé est bien plus grand. On voit que là, on est à des années-lumière en termes de prévention, en termes de reconstruction. Au Maroc, ils sont en train de reconstruire là, exactement à l'identique de ce qui s'est écroulé. Ils ont la maison qui s'est écroulée, ils vont la reconstruire de la même manière. Parce que c'est l'urgence, il faut vite abriter les animaux. Voilà. Donc je pense qu'en France, il y a beaucoup de choses encore à faire, bien sûr. Mais on est tellement organisé et on voit qu'il y a des prises de conscience des pouvoirs publics parce que c'était là où il y avait un point qui faisait défaut. On voit dans les écoles de plus en plus de communication. Les populations, on ne va pas refaire l'homme. Hein. Il y a des gens qui resteront dans leur maison malgré que les eaux montent. Ça, on n'empêchera jamais. Mais à un moment donné, c'est vrai que l'information se diffuse. Les gens sont de plus en plus informés, prennent conscience qu'ils ne sont pas à l'abri d'un risque naturel, parce que bon nombre de gens qui souffrent aujourd'hui de catastrophes naturelles ne pensaient ne pas y être confrontés un jour. Mais pour moi, aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est un enjeu global, c'est-à-dire qu'il y a des territoires, ne serait-ce que franchir la frontière en Italie, je vois bien, je suis allé encore récemment, ils ne sont pas au même niveau que nous. Ils ont des inondations tous les 5 ans et ils se retrouvent sous l'eau tous les 5 ans parce que les pouvoirs publics ne prévoient pas des... Donc, en France, on peut quand même dire que ça fonctionne plutôt bien. J'ai ce regard, on est présent dans 60 pays, ça fonctionne plutôt bien. La tempête Alex, on a eu 3 ans, on a reconstruit des choses extraordinaires. Maintenant, ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on diffuse ce savoir au-delà de nos frontières, que déjà, ne serait-ce qu'en Europe, en Belgique, il y a eu aujourd'hui, on parle encore de reconstruction 3-4 ans après, alors que c'est un pays développé avec un bon PIB, mais la prise de conscience sur les phénomènes de catastrophes naturelles et la réparation, le tissu aussi financier, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, les assurances. Aujourd'hui, le fonds Barnier, c'est une spécificité française. Vous allez dans n'importe quel autre pays, déjà, soit ils ne sont pas assurés, soit ce n'est pas obligatoire, et encore moins de fonds Barnier. Fonds Barnier, ça complète quand même le dispositif de l'assurance. Donc, moi, ce que je pense, c'est que le modèle français, il faut au contraire, on a acquis des belles choses, il faut continuer à le faire évoluer, mais il faut surtout le transmettre. Très bien, merci. Peut-être un complément, Madame Guillon. Oui, je voulais rebondir par rapport à ce que vous disiez sur le partage un petit peu du savoir, l'entraide entre pays. C'est ce qui a pu se passer par rapport au Maroc, où on a été contacté par des référents, des psychologues du Maroc pour intervenir auprès des enfants dans les écoles aussi à Marrakech. Et du coup, c'est vrai que ça serait bien vraiment d'élargir notre collaboration avec l'international pour même des formations, etc.
Et aussi pour rebondir sur la chance qu'on a en France, parce qu'on a pu le constater pour Irma, avec le relais en fait, des équipes au niveau national. On a pu le voir aussi à Nice, à la Vésubie, où vraiment il y a une grande solidarité entre toutes les CUMP. On intervient tous en renfort pour soutenir les équipes qui vont être sinistrées au moment de l'événement et bien après. Et du coup, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir compter sur nos collègues. Et voilà. Merci. Ah, peut-être un complément, puis après on va passer aux questions de la salle. Un complément, en fait, c'est la prévention. Ça se repose aussi sur les débriefings et les leçons tirées. Depuis 98 où les CUMP existent, moi, ce réseau, c'est vrai que j'ai une certaine admiration et on peut susciter l'admiration dans les pays voisins parce qu'il existe dans le réseau SAMU CUMP une organisation qui, depuis 1998, est en perpétuelle évolution grâce au débriefing et aux leçons tirées. En fait, c'est un dispositif très organisé, protocolisé, qui a une souplesse d'adaptabilité après chaque énorme catastrophe qu'il rencontre. Et ce temps de débriefing, pour dépasser justement la mémoire de l'individu et pour en faire une mémoire collective qui se transmettra au-delà des personnes, c'est vraiment ça, à mon avis aussi, qui est un élément clé. Merci. Alors, on va peut-être passer aux questions de la salle, parce qu'on ne voudrait pas je crois que l'heure tourne, donc on va personnes. peut-être lancer le débat de manière plus large. Alors, il y a une question quand même qu'on n'a pas évoquée, c'est les populations elles-mêmes, est-ce qu'on peut le prévenir, est-ce qu'on peut les préparer? Et alors la question m'avait été posée par l'Observatoire lyonnais ou régional d'observation des inondations. Et ils avaient fait la constatation suivante: quand dans les mairies, par exemple, ils faisaient des actions de sensibilisation aux inondations, ils avaient remarqué que ne venaient que ceux qui avaient déjà été victimes d'inondations et que les autres, les primo-acquérants de logement, par exemple, ne se sentaient pas concernés. Et je me faisais la réflexion qu'il est peut-être difficile d'aller dans un endroit où on va parler des risques de l'habitat alors qu'on vient d'investir, qu'on vient d'acheter. Donc, je laisse cette ouverture vers la salle. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? Des réflexions, des remarques? Merci. Du coup, je me représente, Thierry Moutin. Ce matin, j'ai dit océanographe et je suis aussi professeur à Aix-Marseille Université. Du coup, j'ai une première remarque. C'est que vous parlez de catastrophes naturelles. Des fois, vous dites catastrophes climatiques et j'ai l'impression que des fois, on ne sait plus trop où on en est. La nature, quand on a parlé de la Roya, on a dit la nature. C'est pas la nature. Hein. On est clair, la Méditerranée, elle n'a jamais été aussi chaude qu'à cette période-là. Et la catastrophe de la Roya, c'est typiquement une catastrophe climatique. Et la responsabilité, c'est l'activité des pays industriels. Je fais le lien avec ce matin. Et donc, du coup, j'en arrive à ma deuxième question, qui est à ma deuxième réflexion. C'est que bon, j'ai beaucoup d'étudiants, et je pense qu'il y en a pas mal qui sont des psychotraumatisés, et ils sont psychotraumatisés de l'inaction climatique, en fait. Alors, je trouve que c'est super bien qu'on parle des accidents, et je pense que vous êtes des personnes tout à fait respectables, et tout à fait, je dirais même plus que ça, ce que vous faites, c'est incroyable, et c'est super bien. Mais est-ce qu'on fait quelque chose pour tous nos jeunes qui s'angoissent du fait qu'on ne fasse rien ? C'est l'intervention suivante, disait Nathalie Prieto. Là, moi, je me tourne vers les psychiatres qui font peut-être de la psychiatrie générale ou qui ont des consultations dans la salle. Est-ce que c'est des sujets qui reviennent, qui ressortent? Ce n'est pas des sujets, en tout cas, en effet, sur lesquels peut-être les CUMP peuvent répondre, ou les associations, ou un élu. Mais Madame Guyon? Alors moi, pour préparer cette journée, j'étais en contact avec une collègue qui est ici dans la salle. Et c'est vrai qu'il y a des personnes aujourd'hui qui prennent en charge aussi les sujets qui sont dans l'éco-anxiété, etc. Je ne sais pas si je réponds à votre question, mais en tout cas, il y a des prises en charge, il y a des personnes qui se spécialisent et qui sont formées pour accompagner ces personnes-là. Je dirais aussi que je l'ai dit à un moment donné, quand on est
soi-même sinistré, souvent j'ai vu des gens rentrer dans l'action pour justement sortir de la situation de sidération et d'angoisse. Eh ben, je pense qu'on peut aussi, alors c'est pas du tout médical, mais je peux inviter ces étudiants, toutes ces personnes qui sont traumatisées par l'inaction pour lutter contre le changement climatique, d'aller s'engager. Je pense que ça passe aussi par ça, c'est-à-dire d'être passif sur ces situations et d'entendre quelqu'un vous donner des conseils, c'est utile, mais je pense qu'avant tout, c'est d'être soi-même acteur. Et donc, moi, quand je vois des jeunes qui viennent nous voir en disant « Ouais, on fait rien et tout », je dis bah, « Attends, tu fais rien, bah, vas-y, tu veux faire quoi? Tu veux faire du tri? Tu veux lutter contre le gâchis alimentaire? Vas-y, fais, agis. » Je pense que une des réponses, je ne sais pas la seule, mais une des réponses à ces situations d'angoisse, c'est qu'il y a aujourd'hui des moyens d'agir. Voilà. Non, je pense que pour être dans l'action aussi, je prends un exemple très concret. Ça a été dit d'ailleurs ce matin, un séisme par exemple, c'est pas le mouvement mécanique quoi, de la Terre qui tue en fait, c'est l'inadaptation de l'aménagement qui génère les morts. Ça veut dire que si nous pensons aussi, c'est ça le problème, c'est-à-dire quel aménagement, quelle société nous voulons, c'est le projet politique qui va réduire l'anxiété, y compris des jeunes. Si on a le sentiment que nous pensons, et c'est ça, il faut peut-être, tout à l'heure on a parlé de projet de société, c'est vrai, de façon globale, c'est la question du changement climatique, il faut changer de paradigme, comme on dit. Mais je crois que la question des risques doit être liée, c'est-à-dire que, je prends l'exemple de la Martinique, mais je vous trouve trop optimiste sur l'adaptation de la France, parce que je pense que les gens veulent vivre sans angoisse. Et pour nous, vivre sans angoisse, c'est oublier les risques qui, comme ça, pèsent comme ça sur nous, comme des épées Damoclès. Et je pense que, justement, pour peut-être désangoisser, il faut peut-être intégrer le risque dans les stratégies d'aménagement et de la manière dont on pense la société. Et d'ailleurs, il y a eu des expériences qui ont été menées sur les risques. Par exemple, pour découvrir des rivières, bon, des rivières, ça c'est dans l'Hexagone, il y a eu, par exemple, au moment où on savait qu'elles n'étaient pas dangereuses, à certaines saisons, il y a des fêtes qui étaient organisées pour permettre aux habitants de s'approprier la rivière et puis qui comprennent ce qu'est la rivière, qui comprennent qu'une rivière, ça peut être magnifique, ça peut donner la vie, mais ça peut quelquefois retirer aussi la vie. Et si on arrive à s'approprier la rivière par ses aspects positifs, on arrive à comprendre aussi ses aspects négatifs. Et du coup, on s'adapte et ça devient moins anxiogène que d'habiter à côté d'une rivière. C'est peut-être aussi... mais l'idée qu'on vit dans un monde aseptisé, c'est de cela qu'il faut sortir. C'est-à-dire réintégrer la nature comme elle doit être réintégrée dans notre conception, dans notre vision du monde. Et vous prenez l'exemple de la France par rapport aux dispositifs organisés, mais il y a des civilisations qui pensaient la nature autrement. Et penser la nature autrement, c'est peut-être rendre la question des risques moins anxiogène, y compris pour nos jeunes. C'est ça. Monsieur Nadeau, je vais peut-être vous laisser la parole avant qu'on prenne une autre question de la salle, mais il y a une question de ceux qui sont derrière leur écran. Lorsqu'on dit qu'en France, cela fonctionne plutôt bien, que penser de la situation de Mayotte, en termes de sécheresse, de manque d'eau potable, qui apparaît oubliée par l'Hexagone? Qui peut répondre à cela? Monsieur Nadeau. Alors oui, parce que non, mais j'ai compris le sens de votre assertion, affirmation très optimiste, parce que pour vous, c'était la France hexagonale en fait. Bon, parce que Mayotte, c'est vraiment l'exemple même de difficultés énormes sur la question de la gestion de l'eau. D'ailleurs, on est en train, aujourd'hui, nous sommes porteurs d'un projet, parce qu'il faut dire que la France a signé la fameuse convention de l'ONU de 2020, si je ne me trompe, ou 2010, j'oublie, sur le droit d'accès à l'eau. Et en fait, là, la France, la situation de Mayotte fait qu'elle ne se conforme pas à cette convention, puisqu'il est inadmissible que des habitants... Alors, il y a des problèmes de gestion de l'eau, etc. Mais aujourd'hui, pour régler le problème de l'eau à Mayotte, il aurait fallu, et c'est ce que nous proposons et qui a été refusé par le gouvernement, un véritable projet de loi d'orientation et de programmation pour régler les problèmes de l'eau. Parce que les problèmes de l'eau, c'est le problème de performance des réseaux. J'ai dit tout à l'heure, y compris par rapport à la question des risques en Martinique, quand vous avez sur 250 châteaux d'eau, 5 seulement qui sont en conformité parasismique, ça veut dire que lorsque nous aurons un séisme, on aura un gros problème.
Et alors, nous sommes des territoires peut-être, bon, je sais qu'y compris dans l'Hexagone, il y a aussi des territoires oubliés. Moi, je ne suis pas aussi optimiste que vous. Je pense que, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, que la France a été quand même condamnée 2 fois pour inaction climatique. Ça veut dire qu'en quelque part, je pense qu'il faut un effort politique encore plus puissant et une prise de conscience encore plus importante de la réalité du changement climatique pour aller, alors bien sûr, je ne peux pas dire que rien n'est fait, mais pour être plus conséquent, je pense qu'il faut une volonté politique beaucoup plus forte que celle qui n'existe aujourd'hui. Oui, on va prendre d'autres questions dans la salle. Enfin, ça pose toute la question de l'hétérogénéité des territoires et de l'extrême centralisation. Mais là, c'est Nathalie Prieto qui parle et pas le psychiatre. On va passer la parole. Oui, bonjour. Psychologue sur le dispositif asthma et en libéral. Moi, je me questionnais davantage sur la question des jeunes générations et des ados en exportant le côté clinique de terrain via les nouveaux modèles de communication, entre autres via les réseaux sociaux. On a de plus en plus, alors peut-être en ce moment plus de catastrophes sociétales que naturelles étant donné l'actualité, mais de plus en plus d'ados qui sont en état des fois de sidération ou de stress dépassé par rapport aux images terrifiantes qui tournent sur les réseaux sociaux, en particulier en direct. On se retrouve avec des adolescents qui ne sont pas vraiment sur les lieux, qui ne vont pas non plus avoir accès à une prise en charge, que ce soit psychologue, psychiatre, ou même de façon peut-être plus groupale, qui vont être assez isolés, mais qui vont rester dans un phénomène... Voilà, nous, de notre côté, on a un peu appelé ça l'effet BFM TV, et j'en suis désolée, mais de cet aspect un peu à rester hyper connecté à ces images terrifiantes, jusqu'à amener un stress dépassé ou voire même des passages à l'acte un petit peu plus problématiques. Est-ce que là-dessus, vous avez des réflexions cliniques ou des idées de prévention peut-être ? Qui veut tenter de répondre à ça ? L'exposition aux images, hein, ça pose vraiment la question. Moi, j'aimerais bien que l'intervenant suivant puisse vraiment y répondre. Je le remercie, je le vise. Ça fait un moment. Non, c'est moins dans notre sujet table ronde qui est quand même. Mais vous avez vraiment. C'est vraiment une question. Hein, c'est quid de ces images qu'on nous passe en permanence, alors catastrophe climatique ou autre chose. Hein, mais c'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est un critère. Alors, on se posait la question avec Flavie, est-ce qu'on le fait rentrer vraiment dans le critère du trauma au sens où on l'entend vraiment, hein, ou est-ce que ça participe à quelque chose de plus de fond, une sorte de mal-être anxieux, etc. Ou est-ce qu'on peut considérer véritablement que l'image traumatise en tant que telle sans passif, c'est une vraie question, mais je vais la reporter sur... On ne l'oubliera pas, je la reposerai si jamais. Ensuite, la question en France, ça fonctionne relativement bien. On parle des réponses aux catastrophes une fois qu'elles ont eu lieu et dans les situations post-traumatiques. Je ne pense pas qu'on pourrait dire la même chose dans le cadre de la prévention. Je crois qu'on n'est pas aussi performant en France en termes de prévention que ce qu'on arrive à l'avoir organisé depuis plus de 25 ans en termes de réponse. Mais peut-être qu'il faut une certaine maturité de notre système pour après aborder la question de la prévention. Moi, je pense que c'est une histoire de maturité, c'est une histoire de cette prévention, c'est aussi un état d'esprit. Comment accueillir ces images et quel bouclier mettre entre l'image et soi pour que l'image ne soit pas un élément traumatique, soit un élément questionnant. Oui, puis qu'on n'y soit pas exposé en continu non plus, quoi. Ça aussi. Une dernière question et puis après peut-être une avant-dernière et il y aura également Thierry Bobel. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai la voix cassée. Je suis psychologue, je travaille effectivement en partie depuis un moment sur l'éco-anxiété. Donc il y a pas mal de choses qui vont être sûrement évoquées à la prochaine conférence. Juste une petite remarque sur la question précédente. Certaines personnes présentent l'éco-anxiété comme un phénomène pré-traumatique sur lequel on pourrait même imaginer des protocoles EMDR. Donc ça, c'est des réflexions qui sont en cours. Par rapport plus à la question des sinistrés d'une catastrophe, effectivement, déjà, il y a une différence à faire entre les catastrophes qui n'ont pas été déclenchés par l'activité humaine, hein, donc les volcans ou les tremblements de terre, et plus ceux qui peuvent avoir un lien avec une activité humaine et le changement climatique, inondations, incendies, ouragans, etc.
Et par exemple, des sinistrés des incendies en Gironde, j'imagine, qui font beaucoup plus le lien. Alors, quand on fait de la clinique du psychotrauma, enfin, moi, on m'avait appris que quand il y avait une intention humaine derrière un traumatisme, c'était quelque chose qui était beaucoup plus difficile à traverser. Et je pense que parmi les sinistrés, notamment dans les populations assez informées, il y a un moment, quelque part, le lien avec l'humain qui se fait, peut-être dans un second temps. Et c'est peut-être une petite spécificité de la question là, Ce lien est quand même pas intentionnel. Non, mais c'est quand même pas juste la fatalité et le destin, qui est une autre façon de traverser. Mais ça reste un lien pas intentionnel, quand même. Non, mais il y a un pouvoir d'action, en tout cas à l'échelle, on va dire, collective, qu'il n'y a pas dans la question du destin et de la fatalité, qui est une autre façon de traverser la catastrophe. Et là, j'imaginais, alors je vous le livre, je ne sais pas du tout si c'est pertinent depuis le début, l'idée de agresseur-agressé, comment on pourrait trouver un peu cheminer autour de cette image. Effectivement, dans le fait d'être une victime, on est agressé par une catastrophe. Et là, il y a un peu l'idée que c'est le climat et le monde dans lequel on vit qu'on a pu avoir agressé par nos activités industrielles, qui devient l'agresseur. Donc comment cheminer avec ça? Je pense qu'il y en a qui peuvent après coup avoir une forme de culpabilité, même si elle est plus ou moins intentionnelle, mais quand même. Et d'autres cheminer plus sur cette idée de cohabitation et de codépendance avec les manifestations de la nature, quelles qu'elles soient, les nouveaux récits narratifs vers lesquels on essaie d'aller, de codépendance en fait avec notre environnement, quand bien même on est responsable de ces modifications. Voilà, c'est plus des ouvertures. Je ne sais pas si on pourra. Voilà, je sais pas si on pourra. C'est pas une réponse. C'est une remarque. Merci. Mais ça sera peut-être l'objet de la 10e journée scientifique, donc dans 16 ans, parce que justement, il y aura peut-être une différence de prise en charge par rapport à ce que vous expliquez. Moi, j'ai le sentiment, pour être complètement béotien là-dedans, que par rapport aux populations, dans un premier temps, il n'y a pas de distinction qui se fait. Peut-être dans un deuxième, monsieur le député a parlé de la tempête Xynthia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu derrière un procès pénal et une recherche là de responsabilité. On a bien vu que peut-être pas l'activité humaine, en tout cas la décision et l'autorisation de construire à cet endroit-là avait finalement peut-être changé la manière de voir les choses, mais pas a priori dans un premier temps dans l'organisation de la réponse. Thierry Bobet, et puis après on va... Dernière question avant la pause. Dernière parole. Merci. Donc moi c'était plutôt un commentaire, enfin une remarque aussi qu'une question. J'ai beaucoup... donc Thierry Bobet, psychiatre, co-responsable scientifique du CN2R, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt à cette table ronde, et en vous écoutant, je mesurais le chemin accompli depuis les années 90, où on ne s'occupait pas du tout des victimes, de manière générale, et puis l'arrivée des CUMP au courant des années 90, suite à des attentats, l'impression qu'on faisait bien notre travail en intervenant en immédiat, post-immédiat, dans le premier mois, et puis petit à petit la nécessité d'articuler avec l'après qui est apparu, avec des consultations trauma qu'on appelait tous de nos voeux depuis très longtemps, mais qui ont commencé à se développer avec le plan de 2019 et les CRP. Et puis là, on élargit encore, c'est-à-dire qu'on sort de la question de la psy pour voir comment on travaille aussi avec tous les autres partenaires de la société civile, les associations d'aide aux victimes, les associations de secours, les associations de victimes, et puis le chaînon nouveau, je dirais, dans cette table ronde d'aujourd'hui pour moi, c'est le politique, c'est les élus. Et effectivement, les élus nous rappellent que nous, on est centré sur un modèle médical de soins, de troubles, mais qui a tout ce contexte beaucoup plus large, et de la prévention aussi, et qu'on doit articuler tout cet ensemble-là qui va bien au-delà de notre habitude, de notre profession CUMP. Et ça, c'est vraiment passionnant parce que c'est un peu l'avenir, je pense, de ces prises en charge. Voilà. Merci. Je savais bien que ce n'était pas utile qu'on prépare une conclusion, parce que Thierry était dans la salle. Merci à nos 4 intervenants, Mesdames Derinck-Guyon, Monsieur Stelitano, Monsieur Nadeau. Ah, allez. Ça ne sera pas. J'ai pas la prétention de faire la conclusion pour autant. Non, il y a quand même un mot qui m'a
que j'ai retenu, c'est rendre, par des professeurs qui sont intervenus, climatologues, je crois, rendre la transition et faire aimer la transition. C'est intéressant, je pense, on parlait du caractère anxiogène des problématiques climatiques. Par exemple, notre projet du prêcheur, on a travaillé avec Philippe Madec, un architecte qui travaille beaucoup sur cette question d'adaptation. Il disait qu'on a un projet de relogement, de recomposition spatiale et de relocalisation des zones habitées. Il disait qu'il faut rendre le projet désirable. C'est-à-dire qu'il faut avoir un projet qui soit global au point que les habitants aient envie d'aller vers le projet. Et c'est ça qui leur permettra aussi, parce que c'est une approche participative, de co-construire leur projet d'avenir. Et c'est ça qui va rendre moins anxiogène, justement, cette nécessaire adaptation à la réalité du changement climatique. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut applaudir nos panélistes.